Yo, salut à tous. Le Japon, c'est un pays souvent admiré pour sa sécurité, son faible taux de criminalité, et une société où l'ordre et la discipline règnent en maître. Pour beaucoup, c'est l'image d'un pays où la justice elle est stricte, où les lois sont respectées, et où chaque crime trouve sa réponse. Mais derrière cette image propre et rassurante, il y a une réalité bien plus sombre, parce que malgré cette apparente efficacité, le système judiciaire japonais, il a de sérieuses failles. Ici, la justice, ça veut souvent dire pression psychologique, c'est un système où les aveux, même s'ils sont extorqués, sont vus comme des preuves, le taux de condamnation il dépasse les 99%, imaginez, parce que les procureurs font le tri en amont et ne renvoient devant le tribunal que les suspects qu'ils sont sûrs de pouvoir condamner, sans oublier une partie des juges qui doutent trop peu. Donc autrement dit, une fois inculpé, la culpabilité elle devient presque une certitude. Le Japon c'est aussi, avec une partie des États-Unis, l'un des derniers pays industrialisés à maintenir la peine de mort. Les condamnés vivent dans l'angoisse de l'exécution, annoncée au dernier moment, plongeant les familles dans une torture psychologique interminable. Derrière les portes des salles d'interrogatoire, des vies entières se brisent sur la base de preuves douteuses, d'aveux forcés, ou simplement pour préserver la réputation des procureurs. Les erreurs judiciaires, même si elles restent dans l'ombre, elles sont bel et bien présentes au Japon. Elles témoignent d'un système qui a du mal à reconnaître ses torts, laissant parfois des innocents, voire leur vie basculer, sans que les recours leur offrent une issue de secours dans des délais décents. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une de ces histoires, une des plus marquantes, et une de celles qui ont révélé les failles les plus profondes du système judiciaire japonais. C'est l'histoire d'Iwao Hakamata, un ancien boxeur condamné à mort en 1968 pour un crime qu'il a toujours nié avoir commis. Imaginez-vous, pendant près de 50 ans, il a vécu enfermé dans une toute petite cellule, dans l'attente de son exécution, sans jamais savoir si chaque jour allait être le dernier. Comment on a pu en arriver là? Comment le système, il a pu laisser un homme comme ça pourrir seul dans sa cellule sur la base de preuves aussi fragiles? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo avec l'aide précieuse de Karine Nishimura. Donc Karine Nishimura, c'est une journaliste qui est reconnue pour son professionnalisme et sa rigueur. Karine, il faut savoir qu'elle habite ici au Japon et elle a suivi l'affaire Hakamata pendant des années. Donc son expertise sur le sujet, elle est vraiment indéniable. Au fil des années, en suivant cette affaire, elle est devenue vraiment proche de Iwao et de sa sœur Hideko, en partageant leur espoir, leur lutte. Et donc voilà, grâce à ses recherches et à son lien personnel avec ceux qui ont directement vécu la tragédie, on va pouvoir vraiment vous raconter cette histoire de l'intérieur. Cette vidéo, c'est le récit d'une injustice, du jour où tout a basculé, à la longue lutte pour que la vérité éclate enfin. Iwao Hakamata a-t-il été condamné pour un crime qu'il n'a jamais commis? Comment le Japon a-t-il pu briser un homme sur des preuves aussi fragiles? Et surtout, quel a été le prix à payer pour que cette vérité voie enfin le jour? Bien écoutez, aujourd'hui, prenez un café bien noir, parce que je vais vous raconter comment le Japon, pour protéger son système, a détruit la vie d'un innocent. Bon alors juste avant de se plonger dans cette histoire qui, vous allez le voir, est pleine de mystères et pleine de zones d'ombre, on va parler un instant de sécurité. Parce que on n'est jamais trop prudent quand il s'agit de protéger ses informations, sa vie privée, et même si la justice elle peut parfois faillir à protéger les individus, il y a un domaine heureusement où on peut encore reprendre le contrôle, c'est sur notre vie numérique. Et c'est donc là que NordVPN entre en jeu. Alors personnellement, je vous en ai souvent parlé, ça fait 5 ans maintenant que NordVPN, ça fait vraiment partie de mon quotidien, c'est un petit peu comme mon bouclier numérique. Que ce soit sur mon téléphone, mon Mac ou même mon Apple TV, NordVPN ça me permet de naviguer sereinement sans me soucier des regards indiscrets ou des limitations géographiques. Que je sois en train de regarder une série japonaise depuis la France ou un film français à Tokyo, NordVPN il m'ouvre toutes les portes du web. Mais bien entendu, c'est pas juste pour accéder à plus de contenu, parce que avec tout ce qu'on sait sur les failles de sécurité, se connecter à un Wi-Fi public, par exemple ça peut vite devenir très risqué, et là encore NordVPN, c'est vraiment une protection essentielle, surtout qu'ils ont surboosté leur système protection anti-menace qui à présent devient pro. C'est-à-dire qu'ils bloquent les malwares, les trackers, ils réduisent le risque de se faire pirater, ils sondent même le dark web pour vérifier si vos infos personnelles et vos mots de passe, elles ont pas été récupérées quelque part. Bref, utiliser NordVPN, c'est vraiment un petit peu la tranquillité d'esprit à portée de clic. Et encore une fois, sur toutes les années que j'utilise, personnellement, je suis totalement satisfait de leur service. Et comme je tiens forcément vous aussi à vous faire profiter de ça, je vous laisse un petit lien dans ma description qui vous permet de bénéficier d'une réduction exclusive sur les abonnements de 2 ans plus 4 mois gratuits, uniquement en passant par mon petit lien. Et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, de quoi naviguer en toute sérénité, sans compromis sur la sécurité. Sur ce, encore une fois, un immense merci à NordVPN pour leur soutien à la chaîne, et maintenant, on retourne à Shizuoka. Bon, alors pour commencer, il faut revenir au tout début de cette histoire. Le 30 juin 1966, en pleine nuit, un incendie ravage tout sur son passage dans une maison de Shimizu, une petite ville du département de Shizuoka au Japon, qui deviendra plus tard un arrondissement de la ville. Le feu il se propage à une vitesse folle, réduisant totalement en cendres ce qui avait été le foyer d'un fabricant de miso respecté de la ville. Mais à l'arrivée des pompiers, ils se retrouvent face à une scène d'horreur. 4 corps gisent dans les décombres, poignardés à plusieurs reprises. Le père, la mère et 2 enfants, un garçon de 14 ans et une fille de 17 ans, ont tous été retrouvés
sauvagement mutilé. La violence du crime, vous l'imaginez, elle secoue toute la communauté. Et très vite, l'affaire, elle fait les gros titres dans tout le pays. Il y a les médias qui s'emparent de l'histoire et la pression, elle monte de plus en plus. À ce moment-là, la police de Shizuoka, elle sait qu'elle a pas le droit à l'erreur. L'opinion publique, elle est déjà très remontée contre eux. Ça fait plusieurs affaires qu'ils ont pas réussi à résoudre. Et cette fois, ils ont pas vraiment le choix. Il faut un coupable. Et vite. Et c'est pour ça que, dès le début de l'enquête, tous les regards se tournent vers un employé de l'usine en particulier, un ancien boxeur professionnel, Iwao Hakamata. Très vite, en fait, les enquêteurs se tournent vers un employé de cette entreprise de miso, qui est un ex-boxeur et qui s'appelle Iwao Hakamata. Déjà, ils étaient un peu convaincus que c'était quelqu'un qui connaissait l'entreprise. Ensuite, ils ont prétexté qu'ils avaient trouvé un pyjama avec du sang dessus. Mais il faut savoir, ce jeune Hakamata, qui avait 30 ans à l'époque, a participé aux opérations pour éteindre l'incendie dans la maison, puisqu'il habitait à côté, en fait. Il a participé, il s'est blessé en voulant entrer dans la maison, et donc il a mis du sang sur son pyjama. Et d'abord, ils ont dit, cet homme a assassiné 4 personnes alors qu'il était encore en pyjama. Mais c'est pas tout, parce que la police, elle se concentre sur un autre détail qui vient renforcer leur théorie. Le jour du meurtre, les recettes de vente de miso de plusieurs régions, elles avaient été livrées à la maison du propriétaire. Donc il y avait une grosse somme d'argent en jeu, et donc pour eux, vous l'imaginez, c'est le mobile parfait pour un vol qui aurait mal tourné. Imaginez Hakamata à ce moment-là qui avait des difficultés financières, il aurait pu connaître les habitudes de la famille, il aurait pu voir une opportunité de dérober l'argent avant de mettre feu à la maison pour effacer les traces. Et c'est vrai que jusque-là, ça se tient. Le 4 août 1966, un peu plus d'un mois après le drame, Hakamata il est arrêté. Et là commencent les longs interrogatoires. C'est-à-dire que la police, elle le soumet à des heures et des heures de questions, parfois jusqu'à 16 heures par jour, sans aucun répit. Imaginez 16 heures à une table, à te poser des questions, à te mettre la pression. C'est totalement invivable, c'est une torture. Et tout ça pendant plus d'un mois. Leur objectif, il est clair, obtenir des aveux à tout prix. Les inspecteurs, les policiers et même les procureurs se relayaient pour le faire parler, alors que dans la loi japonaise comme dans la loi française, il y a un droit au silence. C'est-à-dire qu'on a le droit de se taire, mais on a telle pression permanente pour parler que c'est difficile de garder le silence. À un moment donné, on craque. Un type qui est interrogé pendant 12 à 16 heures d'affilée tous les jours, pendant des semaines. C'est une pression psychologique qui est complètement dingue, c'est de la torture. À un moment donné, il finit par se dire, bon, moi je sais plus. Il avoue pour être tranquille. Et ça, pour les procureurs, c'est la pièce maîtresse de leur dossier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, un aveu de la part de quelqu'un, c'est la preuve ultime, même s'il n'y a rien de concret qui le soutient. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là, parce que alors que tout semble prêt pour le procès, un nouvel élément de preuve fait son apparition en plein milieu des audiences, plus d'un an après que le procès ait déjà commencé. 5 vêtements supplémentaires, tous tachés de sang, sont retrouvés dans une citerne de miso, juste à côté de l'usine. C'est à ce moment-là que les procureurs changent de version, tout à coup, comme si c'était normal, et affirment maintenant que Hakamata, il aurait porté ces vêtements-là le soir du crime, avant de les cacher dans le miso pour dissimuler ses actes. Les vêtements tachés de sang, ils deviennent rapidement le symbole de la culpabilité de Hakamata. Selon les procureurs, à ce moment-là, les groupes sanguins, ils indiquent que le sang, il appartient bel et bien aux victimes, ce qui pour eux confirme définitivement que Hakamata était bel et bien sur les lieux au moment du crime. Donc imaginez, avec ces éléments en main, les aveux de Hakamata, les vêtements retrouvés dans la citerne, les enquêteurs, ils se disent que leur dossier, il est en béton. Pour eux, il n'y a plus de place au doute. Hakamata est coupable. Le procès, il démarre en 1967 et comme vous l'imaginez, les procureurs, ils sont extrêmement confiants. Durant le procès, la défense, elle essaye de contester les preuves comme elle peut, mais il manque d'éléments parce qu'ils n'ont pas accès à l'ensemble du dossier. Ils contestent cependant les incohérences. La version des faits, dite par les procureurs, elle est précise, même si elle a totalement changé en cours de route. Vous vous rappelez le pyjama, qui sont devenus les vêtements, par on ne sait quelle magie. Mais donc pour eux, c'est suffisant pour condamner Hakamata. Ses aveux, malgré sa rétractation lors de la première audience,
sens, ça pèse extrêmement lourd. Les éléments matériels, comme une sorte de petit couteau qui a été présenté comme l'arme du crime, et les fameux vêtements retrouvés dans le miso, ils viennent boucler la boucle. À ce moment-là, il faut bien comprendre que tout le monde, à commencer par les médias, pense que l'affaire elle est réglée. Et c'est donc ainsi qu'en 1968, le verdict tombe, Iwao Hakamata est condamné à mort. Pour la police et les procureurs, c'est la fin de l'histoire. Un coupable a avoué, les preuves sont là et il paiera pour ses crimes. Que demander de mieux? Mais vous voyez, en réalité, cette affaire-là, qui semble bouclée, elle cache des failles bien profondes, des questions qui vont rester en suspens et finir par éclater au grand jour. Et donc ce qui paraissait être une enquête sans faille va au final se révéler au fil des décennies comme l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire moderne du Japon. Bon, alors, je suis désolé, je vous ai un petit peu menti. Parce que là, ce que vous venez de voir, c'est la version des procureurs. Mais la présentant de regarder un petit peu de plus près ce qui va pas dans toute cette affaire. Et vous allez voir, il y a de quoi se poser des questions. D'abord, il y a les fameux aveux de Hakamata. Alors oui, il a avoué, mais dans quelles conditions? Ces fameux aveux, qui sont la pièce maîtresse des procureurs, ils ont été obtenus après plus d'1 mois d'interrogatoire quotidien, à raison de 12 à 16 heures par jour, sans aucun répit, sans aucune pause. Imaginez un peu la chose, c'est une véritable torture psychologique. Hakamata finit par craquer, il avoue, mais dès la première audience, il se rétracte directement en expliquant que ces fameux aveux, ils lui ont été extorqués. Sauf que pour les procureurs, ce qui est dit et ils ne veulent plus entendre parler de rétractation. Ce qui, je pense que vous l'entendez, est déjà extrêmement douteux comme méthode. Ensuite, il y a cette fameuse histoire de vêtements tachés de sang retrouvés dans la citerne de miso. Et je vais pas vous mentir, à ce niveau-là, il y a littéralement rien qui va. On a au milieu de ce procès des éléments de preuve nouveaux qui d'un seul coup surgissent de nulle part, qui sont ces fameux 5 vêtements trouvés dans une citerne de miso et qui vont devenir les preuves ultimes. Ça n'a pas gêné les juges que, entre-temps, les procureurs changent totalement de version en disant il était en pyjama au moment du meurtre, puis d'un seul coup, non, il n'était pas en pyjama, en fait, il avait 5 autres vêtements qu'il a planqués dans la citerne de miso avant qu'on l'arrête. D'un seul coup, on découvre ça. Et ça devient les preuves ultimes. Et toute la bataille judiciaire qui s'en est suivie ensuite a consisté à démontrer que des vêtements tachés de sang qui passent 1 an et 2 mois dans du miso ne ressortent pas avec la couleur qu'ils avaient quand ils sont sortis, soi-disant, par les procureurs, mais ressortent quand même pas mal marron dans du miso, et le sang surtout noir. Mais les procureurs, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à même cette année, ont maintenu que le sang restait rouge quand même. Il a fallu des experts, etc. C'était un truc de dingue en fait. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point cette histoire de vêtements, elle n'avait aucun sens, c'est que Hakamata, il a même essayé les vêtements pendant le procès. Et le pantalon ne lui montait même pas au-dessus des cuisses. Donc je pense que dans une affaire normale, on dirait que effectivement, les vêtements, c'est certainement pas les siens. Ils sont beaucoup trop petits. Sauf que ça, c'est sous-estimer les procureurs. Il a rétréci dans le miso. Et Hakamata a grossi en prison. C'est vraiment ce qu'ils ont dit? C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Et encore cette année, je veux dire, c'est pas une histoire ancienne, ça, tous ces arguments. Non, ça a été tenu encore cette année, jusqu'au mois de mai. La théorie des procureurs n'a pas changé. Donc c'était à Hakamata. Preuve en est, disent-ils, on a retrouvé un bout de l'étiquette du même pantalon chez sa mère. La thèse maintenant privilégiée par le tribunal, c'est que c'est les procureurs qui sont allés le mettre chez la mère avant de l'y retrouver. Donc c'était facile de savoir où se trouvait ce bout de pantalon. C'est vraiment une enquête bâclée au départ, avec des gens qui s'entêtent jusqu'à la fin, peut-être finalement par orgueil, absence de capacité à reconnaître une erreur. Donc voilà, comme le dit très très bien Karine, tout ça là, c'est rien de plus que de la mauvaise foi. Ce qui est très problématique quand on parle du sort de vie ou de mort d'un être humain. Et puis, il y a une dernière histoire qui pèse assez lourd, c'est le jugement de 1968. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 3 juges qui devaient se prononcer sur la culpabilité ou non de Hakamata. Il y en a 2 d'entre eux qui l'ont tout de suite déclaré coupable, mais le 3e, le plus jeune, lui, il était persuadé qu'il était innocent. Ils étaient 2 contre 1, et ça suffisait que 2 juges estiment qu'il était coupable pour le condamner à mort, alors qu'un 3e était convaincu de son innocence. Malheureusement, ce 3e était le plus jeune, était le sous-fifre, il n'a pas eu la force pour convaincre les 2 autres. Cet homme a été celui qui a été obligé de rédiger le verdict, condamné à mort, alors qu'il avait pré-rédigé déjà son verdict en l'innocentant. Il a dû tout réécrire en disant qu'il était coupable et condamné à mort. Ce juge ne s'en est jamais remis. Ce juge a abandonné son travail de juge quelques mois après, est tombé dans l'alcool, etc. Il ne s'en est jamais remis.
J'imagine même pas le traumatisme que c'est, de savoir qu'une personne est innocente, mais d'être obligé de rédiger son acte de mort. Et vous voyez ça, ça montre bien à quel point tout le processus, dès le départ, il a été complètement biaisé. C'était pas une enquête à la recherche de la vérité, c'était une chasse aux coupables, à tout prix. C'est-à-dire que les éléments à décharge, ils ont été totalement ignorés, les preuves, elles ont été tordues dans tous les sens pour correspondre à la vérité des enquêteurs. C'est là en fait qu'on touche au fond du problème. Ce que les enquêteurs ont fait, c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Le cherry picking, c'est une méthode qui est loin d'être scientifique, c'est même plus une méthode proche de la pensée idéologique, qui consiste à sélectionner uniquement les preuves qui confirment déjà ce qu'on pense à la base, et donc à ignorer tout le reste. La méthode scientifique, elle fonctionne différemment. On commence par regarder tous les faits, sans a priori, puis on essaye de tirer des conclusions à partir de ces faits, même si les faits contredisent nos premières impressions. C'est un travail de rigueur, un travail compliqué, on doit rester ouvert à tout, y compris aux éléments qui vont pas dans le sens de notre théorie. Mais dans cette affaire, on est totalement à l'opposé de ça. Une enquête biaisée dès le départ, où les preuves ont été manipulées pour correspondre à une conclusion préétablie, une conclusion qui a coûté à un homme sa liberté et presque sa vie. Voilà donc où on en est à ce moment-là. Tout ce qui paraissait si solide dans le dossier des procureurs, ça commence petit à petit à s'effriter, à s'effondrer. Et les doutes sur la culpabilité de Hakamata, ils vont faire que grandir au fil des années. Mais malgré toutes ces évidences, il faudra encore attendre des décennies avant que la vérité commence enfin à percer. Après sa condamnation à mort, donc en 1968, Iwao Hakamata il a été enfermé dans une cellule, attendant chaque jour une exécution qui pouvait tomber à tout moment. La Cour suprême elle a confirmé d'ailleurs sa condamnation en 1980, pour vous dire à quel point la justice est lente, après un processus judiciaire qui a été très long et très complexe. Hakamata et sa sœur, Hideko, qui a jamais cessé de croire en son innocence, ils entament à ce moment-là un long combat de longue haleine pour obtenir une révision du procès. Entre 1981 et 2014, vous voyez la plage, la défense et les soutiens de Hakamata, ils multiplient les demandes de révision. La première demande de révision, elle est rejetée juste un peu après 81, mais Hideko, la sœur de Hakamata, elle baisse pas les bras. Elle continue de se battre, entourée de quelques avocats déterminés. Ils cherchent à démontrer que les fameuses preuves contre Hakamata sont absolument incohérentes, notamment les fameux vêtements tachés de sang retrouvés dans la citerne de Miso. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils mènent les fameuses expériences pour prouver que les vêtements ils auraient dû être totalement décolorés par le Miso et que le sang il aurait dû être noirci au fil des ans. Mais ces éléments, ils suffisent pas encore à faire réouvrir le procès. Hideko elle rend d'ailleurs visite à son frère régulièrement, mais au bout d'un moment les conditions de détention elles sont tellement terribles que Hakamata il décide de refuser à la voir. Pendant des années, pendant des décennies même, Iwao a refusé de voir sa sœur. Pourtant, il y allait tous les mois. Jusqu'à la confirmation de sa condamnation à mort en 1980 par la Cour suprême, Iwao était sûr qu'on allait lui dire « Mais non, désolé, on s'est trompé, on vous ressort ». Donc il écrivait des multiples lettres, etc. Il était en très bonne forme. Et puis, quand la confirmation de sa condamnation à mort est tombée, bam, le coup de massue, qui l'a vraiment fichu en l'air, plus le fait que des condamnés à mort autour de lui étaient exécutés. Imaginez-vous passer 50 ans dans une cellule de 5 mètres carrés, avec la lumière tout le temps allumée, des gens qui sont là pour vous épier tous les jours. C'est juste de la pure torture, surtout pour un homme innocent. Et cette descente aux enfers de Hakamata, elle contraste totalement avec la détermination toujours plus croissante de sa sœur et de ses soutiens. Eux, ils continuent de travailler sur des nouveaux éléments pour prouver son innocence, malgré l'indifférence totale des tribunaux. Durant toutes ces années, Hakamata, il vit dans des conditions terribles, sa santé mentale en souffre gravement, mais les preuves, aussi contestables soient-elles, elles continuent de peser lourd dans les décisions de la justice, et les tribunaux, ils se montrent vraiment réticents à admettre leur erreur. Ce qui fait que la situation, elle semble bloquée pendant plusieurs années, entre le refus de la justice de réviser le procès, la pression constante exercée par les procureurs pour maintenir la condamnation de Hakamata. Pendant plus de 3 décennies, Hideko Hakamata, elle reste à ses côtés, refusant de baisser les bras malgré les nombreux revers. Et grâce à elle et aux avocats qui l'entourent, la vérité sur les failles du dossier, elle commence peu à peu à se frayer un chemin dans l'opinion publique. Mais pour que la justice finisse enfin par bouger son cul, il faudra encore attendre 2014, lorsque le vent commence enfin à tourner. 2014, c'est vraiment une date qu'il faut retenir, parce que ça va devenir un tournant décisif dans l'affaire Iwao Hakamata. Cette année-là, le tribunal de Shizuoka, il étudie depuis 2008 une nouvelle demande de révision du procès, et après avoir examiné les éléments, le juge décide que l'affaire mérite pour lui d'être réouverte. C'est-à-dire que pour lui, il y a clairement des raisons de penser que Hakamata pourrait être innocent. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre une décision qui est extrêmement rare dans la juridiction japonaise, ordonner sa libération provisoire après plus de 48 ans d'incarcération.
C'est la première fois en 2014 où un juge, mettant son nez vraiment dans l'affaire sérieusement, s'est dit mais c'est pas possible. Et donc il a même décidé, ce qui est tout à fait exceptionnel, de libérer Iwao. De dire ce type est en prison depuis 46 ans, condamné à mort depuis 46 ans, alors qu'il est probablement innocent. Il faut le sortir tout de suite. Et du jour au lendemain, il a sorti de prison. À ce moment-là, des tests ADN, chose qui n'était pas faisable à l'époque des premiers procès, sont effectués sur les fameux vêtements retrouvés, prouvant enfin que le sang n'appartenait ni à Iwao, ni aux 4 autres victimes. Et ce geste-là, il va marquer le début d'une nouvelle phase dans la bataille judiciaire, même si cette décision, elle signifie pas encore la fin de la procédure. Parce que les procureurs, eux, ils refusent totalement de reconnaître leurs erreurs, ils vont même aller jusqu'à faire appel de la décision de révision en contestant la validité des analyses ADN. C'est-à-dire que le sang retrouvé sur les vêtements n'était ni le sang des victimes, ni le sang d'Iwao. C'est ce que donnent ces tests ADN que les procureurs ont toujours réfuté, en disant que la méthode, elle était à chier, que c'était n'importe quoi, que cette méthode, c'est un truc farfelu, ridiculisant même le professeur Honda qui a fait ces tests ADN, donc en rejetant tout ça. Imaginez une seconde la mauvaise foi des gars. Eux, ils cherchent juste à maintenir la condamnation, malgré les doutes croissants sur la validité des preuves utilisées contre Hakamata. Et ça fait qu'entre 2014 et 2023, l'affaire, elle va osciller entre les tribunaux, la haute cour de Tokyo, la cour suprême, avec des décisions qui ne permettent pas de clore le dossier. Pendant ce temps-là, Hakamata, bien que libéré, il continue de vivre dans une incertitude totale, pendant que sa sœur Hideko, aujourd'hui très âgée, poursuit inlassablement son combat pour prouver l'innocence de son frère. Les groupes de soutien, ils se multiplient de plus en plus autour d'eux, et la pression médiatique, elle continue de croître, faisant de l'affaire Hakamata un symbole total des dysfonctionnements de la justice japonaise. Finalement, c'est en mars 2023 qu'un nouveau jugement de la haute cour de Tokyo annonce que la révision du procès est enfin acceptée. Donc les procureurs, cette fois, y renoncent à faire appel, ouvrant ainsi la voie à un nouveau procès pour Hakamata. Le procès en révision, il débute en octobre 2023 et les audiences, elles s'étalent jusqu'à mai 2024. Pendant tout ce procès qui était complètement lunaire, les procureurs ont continué de maintenir la version de 1968, ignorant totalement tout ce qu'il y avait eu entre tout ça. Alors même que dès 2014 et encore une fois en 2023, à Shizuoka comme à Tokyo, les tribunaux ont jugé que les preuves avaient probablement été fabriquées par un tiers et que ce tiers était probablement les enquêteurs. En dépit de ça, jamais ils n'ont modifié leur version, jamais ils n'ont apporté d'éléments nouveaux. En mai 2024, les procureurs ont continué de requérir la peine de mort pour Iwao. Et c'est ça qui est dingue dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on leur montre que tous les éléments cités, toutes les fameuses preuves à charge contre Hakamata citées en 1968, elles sont presque caduques, mais eux s'entêtent à défendre leur version, sans jamais apporter de nouvelles preuves. Mais c'est donc après ce procès de la mauvaise foi que le 26 septembre 2024, le verdict tombe. Iwao Hakamata est déclaré innocent après presque 6 décennies de bataille judiciaire. Le tribunal conclut que les preuves contre lui ont été fabriquées par les policiers et les procureurs et que les aveux extorqués sous pression ne peuvent plus être considérés comme valables. Enfin, on y est, après 6 décennies de bataille judiciaire à 88 ans, Hakamata est enfin déclaré innocent. Mais vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que malgré cette reconnaissance officielle maintenant de l'innocence de Hakamata, les procureurs, eux, ils restent réticents à admettre leur erreur. La procureure en chef, donc qui domine tout le système des procureurs au Japon, qui est une femme qui s'appelle Unemoto Naomi, quand on lit ce que cette femme a écrit pour annoncer qu'il renonçait à faire appel et que donc Iwao était innocenté, on se rend compte qu'il n'y a aucune remise en cause de l'institution. Au contraire, elle explique que le verdict qui innocente Iwao est bourré d'erreurs. En gros, pour elle, il est coupable, mais par pitié, vu le temps que ça a mis, il renonce à faire appel. C'est terrible, parce que ça veut dire eux ne se remettent pas une seconde en cause. C'est juste, ce pauvre homme, effectivement, il a passé tellement d'années en prison, on le laisse tranquille. Par pitié, ils vont dire, regardez le geste humain que l'on fait. Finalement, on sait qu'il est coupable, mais on renonce à faire appel. Alors que on sait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est totalement innocent. La bataille juridique, elle semble enfin terminée, mais elle laisse quand même un sentiment amer. Pour Hakamata, c'est une victoire, mais elle arrive après des décennies de souffrance. Pour sa sœur, Hideko, c'est le soulagement de voir enfin son frère libre, mais la douleur de toutes ces années perdues demeure.
Le 9 octobre 2024, les procureurs renoncent officiellement à faire appel, scellant ainsi l'acquittement définitif de Hakamata. Mais même après cette décision, les procureurs, ils ont jamais remis en question leur version, acceptant l'innocence de Hakamata par pitié, selon leurs propres mots, mais pas parce qu'ils reconnaissent qu'il était innocent. Donc voilà, après 6 décennies, pour Iwao et sa sœur, c'est la fin d'une longue lutte. Mais pour les soutiens de l'ancien condamné, le combat, lui, il continue. Ils veulent que la justice japonaise, elle se remette en question, qu'elle prenne conscience de ses erreurs et qu'elle change pour que de telles tragédies ne puissent plus se reproduire. Depuis sa libération en 2014, Iwao Hakamata, il tente petit à petit de retrouver une vie normale. Mais après avoir passé 48 ans en prison, dans des conditions de détention terribles, vous imaginez bien que les séquelles psychologiques, elles sont vraiment profondes. À sa sortie de prison, il est accueilli par sa sœur, Hideko, qui a été sa plus fervente défenseuse tout au long de son incarcération. Elle a passé des décennies à se battre pour la révision de son procès, entourée de groupes de soutien. La réintégration d'Iwao à la vie en société, forcément, elle est un peu difficile. Iwao a d'abord passé les premiers mois comme s'il était toujours en prison, en fait. Il marchait à longueur de journée, en rond, dans l'appartement qu'ils habitent à Hamamatsu, donc dans le département de Shizuoka. Il sortait pas. Donc il était toujours quelque part emprisonné. Bon, il était auprès de sa sœur, donc au moins il avait une nourriture saine, une vie un peu plus saine. Et puis petit à petit, il a quand même fini par sortir un jour. Sa sœur lui a dit, écoute Iwao, moi je vais faire les courses mais c'est trop lourd, donc file-moi un coup de main. Elle l'a fait sortir. Et à ce moment-là, il s'est mis là à sortir. Mais alors, à sortir tous les après-midi et faire des balades de 5 heures, quoi. Iwao, désormais âgé de 88 ans, il continue de vivre un petit peu dans son monde, un monde de son invention, où il se voit comme un roi ayant aboli la peine de mort, débarrassé sa ville des parasites. Il a dû se créer un monde pour échapper à la torture qu'étaient toutes ces longues années en cellule. Aujourd'hui, ses capacités physiques, elles ont beaucoup décliné, c'est un vieux monsieur, et il peut plus marcher sur de longues distances, mais cependant, il y a beaucoup de membres de son groupe de soutien qui l'emmènent régulièrement faire des balades en voiture pour qu'il puisse continuer à sortir un petit peu. Pour lui, chaque sortie, chaque repas, chaque petit fruit mangé, ce sont des sources de bonheur simple après des décennies de privation. Comme on l'a dit tout à l'heure, malgré la décision de 2024 qui le reconnaît enfin innocent, les procureurs, ils ont jamais admis leur erreur. Cette attitude, ça montre à quel point le système judiciaire japonais, il reste réticent à se remettre en question, même face à des erreurs qui sont totalement évidentes. Aujourd'hui, Iwao Hakamata, il vit avec sa sœur dans un quotidien simple et encadré, mais le poids de son passé, il reste immense. Hideko, sa sœur, âgée de 91 ans maintenant, elle espère simplement qu'ils puissent vivre le reste de leur vie dans la tranquillité, loin de l'ombre de toute cette affaire et de la prison. Il a quand même 88 ans, on ne peut pas espérer énormément, mais comme dit sa sœur, si on pouvait le laisser vivre libre 10 ans de plus, voilà. Donc maintenant, comme je dis très souvent, il faut imaginer Iwao heureux, qu'il soit dans son monde réel ou qu'il soit dans un monde imaginaire. Bon, le cas Iwao Hakamata, il met en lumière de nombreux dysfonctionnements au cœur du système judiciaire japonais. Derrière cette image d'un pays moderne, membre du G7 et acteur important de la scène internationale, se cache une réalité bien plus sombre. La justice au Japon, elle est encore marquée par des pratiques archaïques, héritées d'une époque où la présomption d'innocence avait très peu de poids. Le Japon, c'est un des rares pays industrialisés à maintenir la peine de mort, une pratique que beaucoup aujourd'hui considèrent comme moyenâgeuse. Et que cette sentence fatale, elle ait pu être appliquée au moins à 5 reprises à des innocents au terme d'une enquête trafiquée, c'est le symbole d'un système à bout. Iwao Hakamata, il en est un exemple tragique. Accusé, condamné sur la base de preuves fabriquées, aveux obtenus sous la contrainte. Et même au-delà des aveux forcés, le cas de Hakamata, il montre aussi le refus de la justice japonaise à admettre ses erreurs. Même après des décennies de procédures, les procureurs ont toujours refusé de reconnaître la fabrication des preuves. Ils ont préféré maintenir une version obsolète, discréditée, plutôt que de remettre en question le travail de leurs prédécesseurs. Et ce refus-là de remise en question, ça révèle un orgueil institutionnel profondément enraciné. C'est-à-dire qu'au Japon, l'erreur judiciaire, elle est considérée comme un affront à l'honneur du système. Et le pire là-dedans, c'est que le cas de Hakamata, il est même pas isolé. C'est déjà la 5e fois en quelques décennies qu'un condamné à mort est innocenté après une révision de procès beaucoup trop compliquée à obtenir et dont les procédures offrent trop de recours à l'accusation et très peu à la défense. Pourtant, le système il semble pas prêt à changer. Malgré ces erreurs reconnues, les responsables de la falsification des preuves, de la condamnation d'innocents, ils ont jamais été jugés ou tenus pour responsables. C'est en cela que cette affaire, elle est terminée et pas terminée. Iwao, qu'on le laisse tranquille. Mais pour les avocats, mais pour nous les journalistes, mais pour nous les soutiens d'Iwao, c'est pas terminé. Il faut obtenir qu'il y ait une remise en cause quand même des méthodes des enquêteurs, des procureurs. C'est quand même dingue, on pardonne tout au Japon. Là, il s'agit de violation des droits de l'homme.
Et donc, il y a un moment donné où il faut quand même ouvrir les yeux là-dessus. Et ça n'empêche pas le Japon d'être valeureux sur plein d'autres aspects. Comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, en fait, le Japon est un pays tellement facile à vivre par de nombreux côtés. Dans la vie en société, il y a beaucoup d'aspects qui nous réjouissent quotidiennement, même quand ça fait plus de 20 ans qu'on y vit. Et puis, il y a un aspect qu'on voudrait qu'il disparaisse, qui est malheureusement dans le système judiciaire. Ça me rend très triste, en fait. J'aimerais pouvoir défendre le Japon sur tous les points, et là, je ne peux pas. Si on veut continuer de vénérer le Japon, on peut. Il y a plein de raisons de vénérer le Japon. Mais on a aussi un rôle à jouer pour que ces mauvais côtés du Japon finissent un jour par disparaître. Je ne vais pas changer le système à moi tout seul. Si je peux juste y contribuer un petit peu, rien que par le fait que je vais en informer l'extérieur, c'est pas pour critiquer le Japon. Idolâtrer un pays, c'est bien, mais aucun pays n'est parfait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En aimant un pays, on peut aussi contribuer à l'amélioration de tout ce qui en fait une part négative. Il faut comprendre que le Japon, c'est un pays complexe, pétri de grandes qualités, énormément de qualités, que je ne cesserai de citer sur cette chaîne, mais son système judiciaire, ça reste un vestige d'un passé révolu. Les méthodes d'interrogatoire, la place des aveux forcés, le refus de la remise en question collective, sont autant de signes que la justice japonaise, elle n'a pas évolué au même rythme que le reste du pays. Et ça, c'est certainement ce qu'il y a de plus triste. Alors juste avant de terminer, je tiens une nouvelle fois à remercier Karine Nishimura pour sa participation à cette vidéo, pour l'aide précieuse qu'elle nous a apportée tout au long de l'enquête. Vraiment, sans elle, cette vidéo n'existerait certainement pas. Grâce à son expertise, à son engagement aussi sur ce dossier, on a pu vous raconter cette histoire de la manière la plus fidèle et la plus complète possible, et je la remercie infiniment. À savoir que Karine, elle parle souvent de ses problématiques judiciaires et des aspects cachés de la société japonaise dans ses ouvrages. Là, j'en ai deux avec moi. Il y a son dernier roman, L'affaire Midori, qui explore les rouages de la justice et de la peine de mort au Japon à travers une fiction inspirée de cas réels. Vraiment, c'est un petit bonbon. Jetez-vous dessus. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et découvrir une analyse plus approfondie, on va dire, de la justice et des failles du système japonais, je vous recommande aussi, voilà, son livre Le Japon, la face cachée de la perfection, publié l'année dernière. Voilà, c'est deux lectures qui sont vraiment passionnantes pour tous ceux qui s'intéressent à ces facettes un petit peu moins connues du Japon. Voilà. Au final, toute cette affaire, elle rappelle que même dans un pays aussi avancé que le Japon, la justice, elle peut parfois rimer avec injustice. Et si le cas Iwao Hakamata doit servir de leçon, c'est bien pour rappeler que personne ne devrait avoir à attendre 48 ans pour prouver son innocence. Pour ceux qui défendent les droits de l'homme, il est plus que temps que le Japon revoie son système judiciaire afin de garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus.